D'abord, ce Business Forum, c'est un grand moment puisque c'est un peu une nouveauté. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, voici assez peu d'années, il était assez peu question de stratégie d'alliance et encore moins de stratégie d'alliance ou de développement à l'international. Je crois que ce Business Forum vient à point nommé, qu'il est nécessaire et je dirais même qu'il est urgent parce que nous sommes en train de vivre, ne jouons pas sur les mots, un immense et violent renversement du monde. De plus, bien sûr, nous avions avec Eurogroupe fait une excellente étude, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant, je crois que ça enrichit également le colloque avec justement les résultats de cette étude auprès du top 20 et d'autres institutionnels. I think it's always interesting to hear experiences from markets where we do not spend so much time or and do not have a footprint really today. But it's also interesting to share some of the learnings that we have in our markets. So I think basically the interaction and the learnings. I think I could take something away from this. Il faut être compétitif, avoir les meilleurs produits, répondre aux exigences du client. La différence réelle est sur la capitalisation, sur la partie, une coopérative est une entreprise privée mais avec des actionnaires particuliers. Oui, je pense que les groupes familiaux qui sont acteurs dans le secteur de l'agroalimentaire ont également des valeurs très proches de ceux de la coopération en termes de proximité par rapport à un patrimoine. Les mêmes processus de sélection, les mêmes exigences par rapport à l'offre de produits et l'apport qu'elle peut avoir pour nous en termes de différenciation ou pour satisfaire nos besoins consommateurs actuels ou futurs. Par contre, la coopérative, de par son ancrage local, a un plus et qui est très plébiscité actuellement par les consommateurs de retrouver du lien avec leur consommation, du sens. Justement parce que nous étions avec une taille que nous considérions comme insuffisante. On contrôlait 10% du marché français. Aujourd'hui, on est à 45%. Et donc, il nous était apparu, au conseil d'administration et à moi-même, qu'il était intéressant de chercher à se développer à l'international. Si notre mode de gouvernance, conseil de surveillance et directoire, a facilité cette internationalisation. Honnêtement, je pense que oui, parce que c'est une forme moderne qui distingue bien les responsabilités des uns et des autres. Au management, le soin de gérer les affaires et au conseil de surveillance, le soin de fixer les objectifs et les règles financières. L'internationalisation n'est pas une obligation du tout, comme la course à la taille n'est pas du tout une obligation. Il y a des coopératives qui vivent localement, très localement ou même régionalement et qui vivent de leur métier de base agricole, qui vivent très très bien, en forte liaison avec les agriculteurs sociétaires. Il faut qu'il y ait une cohérence, donc il faut qu'il y ait vraiment un axe stratégique qui justifie ce processus d'internationalisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors il y a des cas où bien évidemment c'est presque nécessaire pour survivre à moyen et long terme. C'est probablement pas ni les moyens, parce que les moyens se trouvent dès lors que l'on a un beau projet, ni la gouvernance, parce que les conseils d'administration sont faits de gens très très pertinents et très 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 rationnels, et donc ils comprennent beaucoup de choses. Et donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est plutôt un problème de vision stratégique. Pour Euralis, il y a à la fois le foie gras et l'activité semences. Donc, sur la partie foie gras, qui est une activité concurrentielle, où les produits vont chez les consommateurs, où on parle de marque, je vois peu de différence entre l'activité internationale d'un groupe coopératif comme Euralis et celle de Danone, par exemple. En ce qui concerne les semences, on est plutôt dans le B2B, donc effectivement, l'international se vit différemment. Mais finalement, les approches ont des points communs évidents.
Deuxièmement, on ne va pas à l'international pour le plaisir d'y aller. On y va à partir du moment où on a un objectif, mais surtout, on a un atout, c'est-à-dire on a un savoir-faire différenciant qui permet d'y aller pour engranger de la valeur ajoutée, des résultats, et pour renforcer les actifs qu'on a déjà. C'est vrai que le groupe Maïs Adour a un modèle économique, on peut dire complexe, mais aussi on peut le simplifier, parce que nous avons un pôle aval, agroalimentaire, et un pôle amont. Et nous avons une chaîne de valeur donc, du groupe, qui fait que quelque part on part du maïs et on va jusqu'au foie gras. Donc on peut dire communément de la fourche à la fourchette. Vous voyez. Et ce qui est important dans cette chaîne de valeur, c'est d'être toujours dans les prix de cession interne au prix de marché. C'est-à-dire que chaque métier est ouvert aussi sur son marché. Si je prends le maïs, une partie du maïs est commercialisée en interne pour faire de l'aliment, pour nourrir les poulets, les canards, pour faire du foie gras. C'est à peu près 35% du maïs. 15% va dans le bioéthanol et 50% est sur le marché mondial. Donc ça veut dire qu'en prix de cession interne, on est vraiment au prix de marché. Et c'est vrai sur tous les maillons de la filière. Il est important de bien faire vivre cet équilibre économique. Well, partnerships are always possible with French or other cooperatives from other countries or other companies. And basically the same criteria apply, which is what can we each add to one another in terms of markets, in terms of cost reductions, what can we develop? So if that question can be answered positively, I don't see any reason why a cooperation between a French cooperative or company and a Dutch cooperative and company can't take place. Mais c'est une expérience dont nous devons nous inspirer d'abord en termes de structuration de nos organisations coopératives, de renforcement de nos moyens et de vision et d'ambition à l'international. Et en les écoutant, je me disais qu'il était probablement temps de regarder de quelle façon nos entreprises coopératives laitières françaises pouvaient envisager de nouer des partenariats. Ce chapeau du développement durable était tellement large que nous avons souhaité le caractériser sur un autre axe stratégique. Et on l'a caractérisé au travers de 2 points qui sont l'agriculture écologiquement intensive et la nutrition santé. C'est, en résumé, produire plus et mieux avec moins. Nous souhaitons revenir à des pratiques agricoles qui mettent en jeu tous les systèmes de biodiversité. L'enjeu du non-alimentaire, il est important parce que nous devons tous contribuer à sans doute ce qui sera demain la disparition du pétrole. Ça va mettre sans doute beaucoup d'années, mais il faut déjà y réfléchir, déjà y travailler. Et l'objectif du non-alimentaire, c'est de remplacer des molécules issues du pétrole par des molécules issues du végétal. Et je crois que ça va tout à fait dans le sens du développement durable. Là, c'est une question fondamentale. Le non-alimentaire va nécessiter, comme d'habitude, beaucoup de capitaux. Bien évidemment que ça n'est pas à l'échelle d'une coopérative. Donc là encore, comme nous l'avons fait d'ailleurs depuis de nombreuses années dans l'alimentaire, nous rechercherons des alliances. Il faut financer le développement des coopératives parce qu'elles doivent probablement se regrouper. La fragmentation n'est pas une très bonne idée. Se regrouper. Et ensuite, elles doivent partir à la conquête du monde. C'est-à-dire, il n'est plus possible, alors que la politique agricole commune protège moins les situations locales, qu'on est donc en concurrence avec le monde entier, il n'est pas possible de ne pas aller prendre des marchés, de ne pas aller imposer des marques, des labels de qualité, de ne pas simplifier l'offre. Le monde entier parce qu'on est en concurrence avec le monde entier, et le monde entier aussi parce que la demande la plus dynamique, elle est très loin de chez nous. Auparavant, on pouvait très bien se satisfaire du marché national, puis du marché européen. Aujourd'hui, le marché européen, il évolue 3 fois moins vite que la demande mondiale. Oui, alors moi, il y a un angle qui m'a clairement interpellée aujourd'hui tout au cours de la journée, c'est l'ouverture. L'ouverture parce que je ne m'attendais pas à tant d'ouverture de la part du monde coopératif. Je
crois que pour moi, les points forts de ce colloque, c'est à la fois le mélange entre des analyses un peu académiques, telles que l'ESSEC et Eurogroupe ont pu les faire, parfois un peu théoriques, sur des principes qu'il est toujours bon de rappeler, et puis des témoignages concrets, vivants, de dirigeants qui sont au cœur de l'agroalimentaire depuis de nombreuses années. Et finalement, une coopérative, pour parler à une autre coopérative, il n'y a rien de mieux. Et troisièmement, enfin, l'ouverture, à la fois sur l'international, avec ces coopératives qui nous ont fait le plaisir de venir témoigner et qui enrichissent le débat. Écoutez, cette journée vient confirmer combien la coopération agricole et agroalimentaire est en mouvement. Depuis 10 ans, c'est plus de 1000 opérations qui ont été réalisées, d'alliances, d'acquisitions. Et c'est la première fois sans doute qu'on se penche aussi précisément sur toutes les modalités de ces alliances, avec des témoignages qui montrent vraiment la diversité de ces évolutions. Et sur la problématique de l'international, qui affirme l'ambition des coopératives à participer à la croissance de la demande mondiale alimentaire et bien sûr au bénéfice de ces agriculteurs adhérents. Une journée vraiment qui vient confirmer toute la modernité coopérative, toute sa capacité d'innovation, toute sa capacité d'internationalisation et sa vocation à construire l'avenir de l'agriculture française.